Alors bonjour à tous pour cette vidéo question-réponse 4, vidéo qui va répondre à certaines de vos questions qui m'ont été posées précédemment suite à ma vidéo d'annonce. Alors je tiens à vous prévenir, je suis un peu malade ce soir, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là seul ici, voilà, je me repose un peu et je profite de ce moment pour enregistrer cette vidéo de réponse. Donc je m'excuse d'avance si je tousse un peu ou quoi parce que j'ai un sacré rhume. Ça faisait 3 ou 4 ans que j'avais pas eu un seul rhume. Et là, cet hiver, je prends cher, c'est la troisième fois que je tombe malade. Donc voilà, bah, je suis un peu tranquille ce soir ici et j'en profite pour vous répondre donc. Alors, contrairement aux trois autres vidéos questions-réponses, les précédentes, vos questions m'étaient exclusivement destinées, en fait. Il n'y a eu aucune question sur les différents thèmes que j'aborde sur ma chaîne. C'était vraiment des questions qui m'étaient destinées personnellement. Et ça m'a beaucoup touché, voilà, comment dire, que vous vous intéressiez un peu à ce que j'ai pu vivre, à mon parcours, entre guillemets. Donc voilà, la plupart des questions, ça va être tourné sur ça. Et je vais commencer sans attendre. Voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Il y a d'autres questions en attente. J'attends de voir si, suite à cette vidéo présente, il va peut-être y avoir des sujets qui vont éveiller votre curiosité. Vous allez peut-être me poser de nouvelles questions. Et si j'ai suffisamment, bah, pourquoi pas faire une deuxième partie. Voilà, ce sera à voir sur le coup. En attendant, je commence cette vidéo par la première question de Joël Khalil qui me demande: j'aurais voulu connaître ta date de naissance, ton signe astrologique, ton parcours de vie, et puis qu'est-ce qui t'a amené à vivre un peu en reclus. Je te remercie d'avance pour ta réponse, très cher Adrien. Alors attendez, avant de répondre, alors je me suis fait tisane miel, oh purée, miel de lavande, euh, jus de citron et thym. Ah, ça fait beaucoup de bien. Je parle mieux là déjà. Alors, ma date de naissance, Joël Khalil. Je suis né le 3 juillet 1989. 3-7. Ton signe astrologique, cancer. Je suis cancer et euh, ascendant bélier ou pas bélier, balance ou vierge. Balance ou vierge, je sais plus exactement. Faudrait que je regarde. Ton parcours de vie. Là, je vais survoler parce que je vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Alors, ben, je suis né le 3 juillet 1989 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Euh, de ma vie, j'ai 30 ans passés, de ma vie, j'ai jamais réellement quitté la Provence. Je suis toujours resté dans cette zone. Déjà, depuis tout petit, je montais à la montagne avec mes parents. Ils avaient une maison de campagne. Euh, c'est vers mes 6 7 8 ans, dans ces eaux-là, où on est monté vivre à cette maison de campagne. Donc j'ai passé plusieurs belles années à vivre à la montagne toute l'année. C'était très sympa. Ensuite, mes parents, malheureusement, ça arrive, ils se sont séparés. Donc je suis allé vivre avec ma mère à Nice où je suis resté une quinzaine d'années, où j'ai passé mon collège, mes 4 années de lycée, euh, mon travail, différents travails que j'ai eus. Alors à un moment donné, j'étais responsable adjoint de centre commercial au port à Nice. Et c'était un boulot qui me prenait tout mon temps, c'était de la folie. Et à un moment donné, j'ai eu envie de m'éloigner un peu de ça. Et c'est en 2015 que je suis retourné vivre à la montagne. Et c'est entre-temps que j'ai créé cette chaîne. Voilà. Euh, et puis qu'est-ce qui t'a amené à vivre un peu en reclus? Bah voilà, ça revient à ça, à ce que je viens de dire. C'est le fait d'avoir beaucoup passé de temps en ville, qu'à un moment donné j'ai étouffé, je me suis dit c'est plus possible, faut que je parte. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repris ma vie à zéro et voilà. Thor qui me pose la deuxième question: quels sont tes projets pour ta chaîne en 2020 et même plus tard? Alors comme je l'ai dit dans la vidéo annonce, je vais avoir une année très chargée. À partir du mois de mars, peut-être même ouais, peut-être avril, c'est pas encore sûr. Voilà, je vais travailler, donc évidemment ça va me prendre beaucoup de temps. Euh, Quels sont mes projets pour ma chaîne? Bah, après des randos, de la découverte, dès que je peux prendre ma caméra et m'échapper dans la nature, voilà, il y aura sûrement quelques vidéos par-ci par-là. Après, j'ai deux projets
qui me tiennent assez à cœur. J'aimerais bien partir dans les Pyrénées, une petite semaine, pour aller découvrir un peu ce massif. Donc ça, ce sera deuxième moitié 2020, si ça arrive. Et un deuxième projet, bah, ce serait de me faire ma retraite spirituelle, entre guillemets, au lac de Lignan. Voilà, ça fait un moment que j'en parle, je sais. Et j'espère m'y rendre prochainement. Voilà. En gros, c'est les quelques projets que j'ai pour ma chaîne en 2020. Jérôme Gélios Hobby. Ce sont des obligations professionnelles qui te freinent pour ta chaîne. Ouais, alors j'ai reçu pas mal de questions. C'est souvent les deux, trois mêmes questions qui sont revenues. J'ai eu plusieurs questions, mais plusieurs fois on m'a posé les mêmes. Donc est-ce que ce sont des obligations professionnelles? Oui, hein, c'est clairement ça, déjà l'année dernière et là également cette année. Nature Randonnée Découverte, TV, qui me pose des questions à chaque fois. Salut mec. Suite à ta formation de guide de moyenne montagne pour un diplôme d'État, es-tu toujours en formation? Amicalement, Jean-Christophe. Bah oui, je suis toujours en formation, j'ai pas arrêté. Je continue les révises, je continue bah, les sorties qui contribuent plus ou moins au maintien des connaissances acquises, on va dire. Euh, oui, je le suis toujours. D'ailleurs, les Pyrénées, c'est en lien directement avec mon diplôme. Euh, voilà, j'ai le choix entre plusieurs massifs, mais j'ai envie d'aller dans les Pyrénées. Donc à voir. Peut-être éventuellement je vais avoir l'occasion d'être logé sur place. C'est pas encore sûr, mais à voir. Donc ça, ce serait cool évidemment. Et voilà, tout simplement, hein. Oui, oui, après, évidemment, c'est freiné. J'aurais voulu passer ce diplôme beaucoup plus vite. Rien que l'année dernière, déjà, je trouve que j'ai stagné par rapport à ça. J'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu frustrant sur le coup, mais c'est un diplôme, voilà, il faut le passer avec le temps qu'on a. Et bah, cette année, voilà, si déjà je peux aller dans les Pyrénées, ce sera un bon point acquis. Voilà. Alors, Patrice Vira, je voudrais savoir si tu as des projets professionnels et également d'autres passions en dehors de la nature, car je suppose que tu ne vis pas de l'air du temps, merci. Oh là là, ça fait du bien ça. En plus, je parle donc. Ah. Alors, d'autres passions en dehors de la nature. Des passions, on va dire, ouais, des passions secondaires. Des passions qui ont été durant un temps imparti et après je suis passé à autre chose. Euh, des passions. Alors depuis tout petit, je crois que depuis que je sais tenir un crayon dans la main, je dessine. J'ai toujours aimé dessiner. Dessiner, j'ai fait de la peinture. Je trouve que ce sont des choses voilà, qui aident à l'évasion. Ça canalise le mental. La peinture, j'ai fait de la bande dessinée à un moment donné. Plusieurs. Un peu comiques et d'autres plus sérieuses. Voilà. Euh, j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit à une période, justement, la période où j'ai commencé à m'éveiller, entre guillemets, où j'ai commencé à méditer, où il a commencé à se passer plein de choses, plein de changements dans ma vie. J'ai tenu à ce moment-là des carnets. À ce jour, j'en ai 7 et dedans, il y a 250 pages, 255 pages remplies, jour après jour, sur des années. Un vrai carnet intime spirituel, en fait, où bah, j'écrivais voilà, mes ressentis, mes pensées, mes émotions, ce que je ressentais, ce que je vivais en méditation, le yoga, ce que ça m'apportait, enfin, toutes ces choses, quoi. Et ça s'est étalé évidemment sur plusieurs années, donc voilà, toutes ces choses. Donc j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit quelques nouvelles, entre guillemets, des romans qui moisissent dans un placard, que j'ai jamais fait lire à personne. Enfin, voilà, ça dépend des moments. Euh, Après, la musique, évidemment. La musique, ça fait 15 ans que je joue de la guitare, que je chante. J'ai eu des groupes à un moment donné. On a fait des concerts à Roquestéron, arrière-pays niçois, Nice, Monaco. Voilà, donc plein de bons souvenirs. La musique, évidemment. Après, bon, le sport, oui, à certains moments, je me passionnais pour certains sports. Euh, le foot, j'ai joué au foot. J'ai fait du jogging, un peu de muscu à un moment donné.
Euh, puis après, voilà, j'en suis venu à, après mes 18 ans, j'avais 19 ans, je crois. Après mes 19 ans, la méditation, yoga nidra, pour ceux qui connaissent, euh, et yoga. Normalement, on commence par le yoga, on en vient à la méditation. Moi, j'ai fait un peu l'inverse. Et puis bon, avec tous les éveils de conscience que ça a amené par la suite. Donc voilà, j'ai d'autres passions, j'ai pas que. Et puis évidemment, au final, la randonnée. La randonnée qui pour moi est quelque part l'accomplissement de plein de choses. Voilà, je me suis testé, j'ai testé plein de choses. Je me cherchais quelque part, je pense. Et c'est vrai qu'avec la randonnée, je trouve mon compte parce on peut rallier tellement de choses à cette pratique. Je veux dire, vous pouvez très bien vous barrer avec un instrument de musique en haut d'une montagne, jouer, vous pouvez peindre, vous pouvez écrire, parce qu'il y a certains lieux qui ouvrent à la réflexion, à la méditation évidemment, voilà. On peut méditer en haut d'une montagne et ressentir les choses autour de soi, se mettre à l'écoute. Donc pour moi, voilà, la randonnée, c'est un tout, c'est vraiment un tout. Et le jour où j'aurai ce diplôme d'État, j'espère justement rattacher plein de choses autour de la randonnée. Il y aura des sorties à thème, enfin, on verra sur le coup comment ça se passe. Voilà. Ouais, j'ai arrêté la vidéo parce que je me suis mouché, c'était pas beau. Donc voilà. Euh, Céline Nissart qui me pose la question. Bonjour, merci pour ce que tu fais. J'ai vu toutes tes vidéos. Ouais, alors t'es pas la seule. Il y a quelques abonnés ouais, qui ont vu toutes mes vidéos. Alors évidemment, ça me touche, hein. Parce qu'il y en a voilà, 200 déjà. Voilà. Ça fait pas mal quoi. 200 déjà, et à ma mémoire, je ne t'ai jamais vu accompagner eux. Es-tu. Est-ce est-ce que c'est un choix pour tes vidéos ou es-tu un célibataire endurci? Ouais, enfin. euh, oui, c'est vrai que j'ai fait 200 vidéos et je suis jamais apparu accompagné d'une petite amie. Alors, non, je suis pas un célibataire endurci parce que j'ai eu une petite amie dernièrement. C'était juste un choix de sa part. Elle voulait pas apparaître sur ma chaîne, donc pas de souci. Je respecte. Donc, disons que oui, depuis quelque temps, là, je suis célibataire parce que c'est aussi un moyen quand on est seul de pouvoir se recentrer. Disons que quand on est en couple, comment dire, on, on réagit en fonction du couple et pas forcément toujours en fonction de soi. Donc parfois c'est nécessaire d'être célibataire pour faire le point sur plein de choses et voilà. Donc non, c'est pas parce qu'il y a pas de femmes qui apparaissent sur ma chaîne que je suis un célibataire endurci. Voilà, c'est Nissart. Euh, Coxon. Salut, voici ma question. Ayant eu la chance de vivre un éveil spirituel il y a plusieurs années, je voudrais savoir comment ça s'est passé pour toi et dans quelles circonstances. Je te remercie d'avance. Bonne continuation. Alors, voilà. Alors, comment ça s'est passé pour moi? Alors, avec le recul que j'ai actuellement, je peux dire que c'est parti indirectement, mais quand même, on va dire que c'est la source, quoi, de cette observation du 1er août 2008 à Meaï. C'est d'ailleurs la seule vidéo sur ma chaîne où je parle d'un de mes vécus personnels. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la voir, je mettrai le lien en dessous. Euh, Depuis qu'il y a eu donc cet événement le 1er août 2008 à Meaï, je me suis posé beaucoup de questions par la suite. Et justement, au mois de septembre 2008, c'était ma première année de mes 4 années de lycée. Non, ma troisième année. Troisième année, j'ai fait 2 ans de BEP, peintre en bâtiment, et 2 années donc de BMA, brevet des métiers d'art, peintre décorateur en bâtiment. Donc c'était ma troisième année de lycée. Euh, J'avais une semaine au lycée et une semaine chez un employeur. Et je m'en souviens parce que euh, ça devait être le 30 août 2008, hein, donc 2 jours avant la rentrée. J'avais donc ma place au lycée, mon boulot, mais j'avais pas encore de logement
à Nice. J'avais nulle part où dormir. Et c'est un ami d'enfance qui m'a dit écoute, viens chez moi quelques semaines, quoi, le temps que tu te trouves un appart. Et voilà, mais en attendant, tu peux rester, il n'y a pas de souci. Donc j'ai atterri chez lui et en fait, je m'en souviens encore, hein, quand je suis arrivé chez lui, en fait, il était complètement coupé du monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de... Enfin, complètement coupé du monde, quoi. Au début, je suis rentré là-dedans, j'ai fait qu'est-ce que c'est cet endroit? Qu'est-ce que c'est cet endroit? J'ai pris un peu peur parce que moi, c'était l'époque où je jouais encore aux jeux vidéo et tout. Voilà, où j'étais un peu dans tout ça. Donc, j'arrive là-dedans, je me dis qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et c'est pas pour autant que j'ai cherché à installer la télévision ou les ordinateurs ou quoi que ce soit. Euh, je me suis adapté à sa façon de vivre, quoi. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, quand on rentrait, soit quand je rentrais du lycée ou de chez mon employeur et que lui il rentrait de son boulot, le soir, ben, au lieu de se planter devant la télé, ben voilà, on se racontait un peu notre journée. Et le dialogue naissait au fur et à mesure. On a commencé à se raconter un peu nos vies parce qu'en fin de compte, on croit connaître les gens, puis pas du tout. Euh, Parfois, on les connaît pas, quoi, parce qu'on s'intéresse pas forcément à leur vie. Et de ce fait, ben, voilà, tout simplement, la discussion naissait. Et moi, en même temps, je notais des changements chez moi. Un mental, des pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées. Et on s'est rendu compte assez vite, enfin, lui il vivait déjà de cette manière-là, mais moi personnellement, je me suis rendu compte au bout de quelques semaines que il y avait une espèce d'état qui commençait à naître, comme si le mental se dépolluait de tout ce que le système lui envoie en continu, à travers la télévision, à travers les médias, la société de consommation, tout ça. Donc le fait d'être coupé de tout ça, ben, à un moment donné, c'est comme si on se déconnectait de toutes ces énergies, et c'est d'autres énergies qui prennent place. De là, ben, j'ai commencé à me rapprocher de mon cousin, euh, qui lui méditait et faisait du yoga depuis pas mal de temps déjà. J'ai commencé à méditer et assez vite, il s'est passé des choses. J'ai commencé à m'éveiller, à me détacher de certains problèmes du passé qui étaient encore présents inconsciemment. Et au fur et à mesure que je lâchais un peu tous ces boulets du passé, du moment présent, des tensions, des émotions de l'instant, et ben tout le fait de lâcher tout ça, ben ça élève la conscience quelque part. C'est un peu comme une montgolfière, on lâche des poids et la montgolfière s'éveille. Et au fur et à mesure qu'on s'élève, on voit les choses d'un tout autre angle et on commence un peu à cerner les choses autour de soi, voilà, la manière dont se comportent les gens, puisque forcément, en se découvrant soi-même, c'est comme si on découvrait les autres, puisqu'au fond, on est tous plus ou moins constitués de la même manière, sur différents plans. Euh, voilà, toutes ces choses, le monde en général, voilà, la manière dont on vit, la société, tout ça. Et puis le temps a passé et puis ça a pris toute la place dans ma vie, quoi, durant plusieurs années. Tous les jours, j'ai médité, puis ça c'est un chemin merveilleux. Si tu me dis que tu as eu la chance de vivre un éveil spirituel, ben, je pense que tu comprends. Voilà, c'est un chemin attrayant qui donne le désir de toujours aller plus loin. Et c'est un vrai cheminement intérieur. On apprend à se découvrir, on se rend compte qu'on est un univers à part entière, à nous tout seuls. Et que voilà, c'est tout un monde. Ça fait partie du monde spirituel et voilà, ça a duré plusieurs années. Où tous les jours, j'étais dans ces choses-là. Ça a influencé plein de choses dans ma vie, hein, mon mode de vie évidemment. Je me suis éloigné de certaines personnes, je me suis rapproché d'autres. Mon régime alimentaire, voilà, pendant toutes ces années, pardon, je vais boire un coup. Pendant toutes ces années, j'ai été végétarien. Voilà, donc ça a influencé plein de choses à ce moment-là. Et ça a été comme une seconde naissance, réellement. Il y avait l'avant et il y a eu l'après, quoi.
Christian, qui me pose la question, pour toi, que signifie méditer? Alors, avant de la poser, cette question, déjà, je sais pas que j'y ai réfléchi, mais bon, disons que j'ai déjà médité plusieurs fois sur cette question. Que signifie réellement méditer? Pour moi, méditer, ça ouvre plein de choses sur nous-mêmes et sur les choses autour de soi. Euh, Ça rend beaucoup plus, comment dire, on est beaucoup plus perceptible des choses qui se mouvoient autour de nous. Pour moi, ça signifie exister. Méditer, ça signifie exister. Parce qu'il y a vivre et exister, c'est pas la même chose. Je pense qu'on est beaucoup trop à simplement vivre, c'est-à-dire qu'on est, on nous éduque d'une certaine manière, on travaille et puis on part à la retraite et puis on meurt. Voilà, et on dit qu'on a vécu, et en fin de compte, on vit pas, parce que le système a toujours une emprise sur nous du début à la fin. Et je trouve que justement, méditer, ça permet de s'émanciper, de se détacher de toutes ces choses qui nous plombent au sol en fait, et qui empêchent la conscience de s'éveiller. Et ça nous amène à nous connaître nous-mêmes, et de ce fait à connaître les autres. Car comme je disais tout à l'heure, quand on enlève les couches égotiques, les masques, les personnalités de chacun, en fin de compte, au fond, on a tous la même chose. Alors chez certains, évidemment, c'est très caché, il y a des sacrées couches, mais voilà, on a tous cette lumière en nous, on est tous connectés à cette même source, et la méditation sert entre autres à nous connecter à cette source, d'ordre divine, d'ordre christique, voilà, ça dépend la manière dont vous voyez les choses. Mais après méditer, ce que j'ai compris aussi avec le recul, ça ne signifie pas simplement se mettre en tailleur, fermer les yeux et se mettre à l'écoute des choses, quand le mental s'annule, toutes ces choses. C'est pas forcément ça, parce que on peut méditer en tailleur, évidemment, le fait d'être immobile, ce serait comme une bassine remplie d'eau. Le corps, quand il est en mouvement, bah, le mental à l'intérieur, c'est un peu comme une vague, hein, ça suit le mouvement. Et si vous posez cette bassine, c'est-à-dire si vous vous arrêtez, que vous restez immobile, à un moment donné, l'eau, le mental, euh, se calme de lui-même. Donc c'est vrai que la posture méditative, qui est une posture d'écoute, hein, on se met à l'écoute de soi et à l'écoute des choses, c'est une posture qui aide justement à aller vers ces états-là. Mais après, je me suis rendu compte avec le recul que en fait, on médite très souvent, mais sans s'en rendre compte. Moi, j'ai des souvenirs. Tout à l'heure, je parlais de sport. Moi, je courais à un moment donné. Pendant 2 3 ans, j'ai fait de la course à pied. Je courais sur la prom, entre autres, hein, sur la promenade des Anglais à Nice. C'était pas le mieux, je m'en rends compte maintenant, mais bon, j'avais pas le choix à ce moment-là. Je courais là-bas. Des fois, ça m'arrivait aussi d'aller courir dans les collines, c'était beaucoup mieux. Et je pense que ce que je vais dire, il y a plusieurs personnes qui pratiquent entre autres la course à pied qui vont se retrouver. On commence à courir, voilà, on est dans l'effort, on sent les muscles travailler et tout. Puis à un moment donné, alors ça arrive pas à tous les coups, mais parfois, quand on court suffisamment longtemps, il y a une espèce d'état qui apparaît où ça peut durer quelques secondes, comme 1 à 2 minutes, hein, ça dépend, où on est complètement absorbé par la pratique, le mental est complètement canalisé, on sent même plus la douleur, le douleur voilà, de la course, de l'effort physique qu'on est en train de fournir, que le corps est en train de fournir. On fait abstraction de ça, on oublie, puis ça peut durer voilà, quelques secondes, ça varie. Et puis moi, ça m'est arrivé de rester dans cet état-là pendant plusieurs minutes. Et puis d'un coup, bon, on ressent le corps, le mental revient, boum, il y a la fatigue qui tombe, qui arrive d'un coup. Et puis, tac, on est revenu dans le mental. Et puis, moi, j'ai le souvenir des fois où je me retournais et je regardais, je me disais, putain, mais j'ai couru tout ça, je m'en suis même pas rendu compte. C'est parce que le mental est complètement absorbé. Et ça revient à. Moi, c'est ce que j'appelle. Alors, je sais pas si j'ai bien expliqué, hein, mais moi, c'est ce que j'appelle une méditation active.
C'est-à-dire qu'on peut retrouver cet état méditatif à travers plein de pratiques. Là, j'ai pris l'exemple de la course à pied, mais je me souviens en musique, hein, quand on répétait avec les gars du groupe, ben, parfois il y a une osmose qui se passe. Il y a tous les instruments, il y a une synchronisation, quelque chose qui se passe, et toi, les musiciens, tout le monde le sent, quoi. Et puis ça peut partir en impro, on part dans un délire, et puis quand on arrête la musique, on se regarde, on fait putain, qu'est-ce qu'on a fait là, les gars, sérieux. Voilà, parfois on est complètement absorbé par ce qu'on fait, et il y a quelque chose, une inspiration, quelque chose qui surgit, parfois malgré nous, sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on puisse y mettre un nom. Mais moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Même la peinture, quand on se met devant une toile et qu'on peint, on est complètement pris par le truc et les heures passent et on s'en rend pas compte, quoi. Voilà. Donc, et je pense que c'est dans justement ces moments, entre autres, de création, où l'inspiration se manifeste pleinement à travers une toile de peinture, à travers un écrit, à travers un poème, une musique, n'importe quoi. Il y a cette espèce de conscience, voilà, qui peut se manifester en fin de compte à n'importe quel moment. Parfois, moi on m'a déjà dit, mais méditer, moi j'y arrive pas, c'est pas possible, c'est inaccessible. C'est pas inaccessible, parfois ça arrive sans qu'on s'en rende compte. Et évidemment, bon, c'est à travers la posture de méditation que j'ai eu l'occasion de ressentir le plus souvent ce genre d'état. Mais voilà, pour moi, méditer, c'est quand quelque chose quand on se connecte justement à cette source. Voilà, cette source pleine d'inspiration, d'amour. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Écoutez, j'ai d'autres questions, mais si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions, à vos interrogations. Comme vous avez pu le voir, voilà, c'était des questions qui m'étaient beaucoup destinées. Ça m'a beaucoup touché. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment. Et bah, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Alors, soit pour la deuxième partie, sinon ce sera pour une nouvelle rando. En forme, hein. Ouais. En forme, hein, on l'espère, hein. Ça va aller mieux. Allez, à très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.